Bonjour. Donc je vais vous partager un regard sur le paysage de la donnée. C'est un regard qui est assez personnel. Je vais déjà d'abord me présenter. Je m'appelle Christian Kest. Je suis depuis peu collaborateur de Madame Paula Forteza, députée. J'ai travaillé pendant 4 ans et demi à la mission Etalab. Et puis, je suis aussi très impliqué dans différents projets collaboratifs comme OpenStreetMap, OpenFoodFacts et ce genre de choses. La dernière fois que je suis venu, je ne peux pas dire à ce salon, parce que ça a un peu changé, ça s'appelait le salon de l'Open Data. J'espère que je ne serai pas trop hors sujet. Il y a eu beaucoup d'évolutions, donc voilà, on va voir un petit peu ce regard, ce 360 sur la donnée. Bon, première chose, les données ouvertes, l'open data. Aujourd'hui, la situation, enfin l'open data, c'est à peu près 10 ans, hein, ça fait 10 ans que ça a commencé. Il y a de plus en plus de données qui sont disponibles, qui sont ouvertes. On est encore loin, je trouve, d'une diffusion homogène et cohérente de ces données. Ça manque beaucoup de cohérence. Il y a des initiatives locales, anciennes ou plus récentes. On a vu dans la table ronde précédente le sujet de la standardisation, de la qualité des données aussi. Je pense qu'on a encore de bonnes marges de progression sur ce domaine-là. Très soft. Il y a 3 ans, on a eu quand même la loi pour une république numérique qui a institutionnalisé et automatisé d'une certaine façon la notion d'open data et d'ouverture des données. Son application est encore assez partielle. Donc voilà, je pense que sur la donnée ouverte, on a beaucoup de choses. Quelques chiffres quand même. J'ai décompté à peu près 30 000 jeux de données disponibles sur à peu près 150 portails open data en France. Ça montre qu'il y a un foisonnement, mais en même temps qu'il y a vraiment un manque d'organisation. Les formats, les structures de données sont extrêmement disparates. On trouve de tout. Et tout ça, c'est quand même un frein qui, je pense, est le plus important à la réutilisation des données et à la transformation de cette ouverture de données en service utile à tous, utile aux entreprises, aux citoyens, vraiment utile à tout le monde. Il y a aussi les données partielles, c'est-à-dire que vous avez certaines données qui sont disponibles à certains endroits, mais on ne les a pas sur tout le territoire. Donc ça, c'est aussi un frein important et quelque chose à combler. Bon, les données personnelles. On en a parlé en filigrane dans toute la table ronde avant. Sécuriser la donnée. C'est vraiment quand on rentre dans le domaine de la donnée personnelle qu'il y a besoin d'avoir cette sécurité. Évidemment, quand on est dans la partie d'avant, les données ouvertes, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de problèmes de sécurité, voire même il n'y en a pas du tout. Moi, j'ai remarqué dans mon entourage, je pense que vous avez dû faire à peu près le même constat, quand on parle de données, c'est un synonyme pour données personnelles dans l'esprit du grand public. Ce problème, parce que c'est vraiment un problème, c'est quand même avant tout une dérive qui est liée à une utilisation marketing et publicitaire relativement bien représentée. Et le RGPD a tenté de limiter les dégâts, je dirais. Je pense qu'il va y avoir besoin d'une vraie évaluation de l'impact du RGPD. Il faut laisser un peu de temps pour que ça s'installe, mais c'est important de vérifier, quand on a posé des textes,
législatifs comme ça, à un échelon quand même assez élevé, l'Europe, leur bonne application et est-ce que c'est suffisant? Pas suffisant? Est-ce qu'il y a des choses où on fait de la surapplication? J'ai eu des questions sur mon carnet d'adresses, que j'ai besoin. Non, faut arrêter, quoi. Il y a des choses. Je pense aussi qu'à terme, il faudra peut-être légiférer de façon un peu plus forte sur la réidentification. C'est-à-dire quand il y a eu un processus d'anonymisation des données, quand quelqu'un s'amuse à réidentifier, à mon avis, il faudra légiférer là-dessus. On entend souvent parler, il y a un mot que j'aime assez peu dans le monde de la donnée, c'est le mot contaminant, qui est souvent appliqué sur des licences de données. Je pense que la vraie contamination dans la donnée, c'est quand même la donnée personnelle. On parle souvent d'or noir pour la donnée. Là, c'est la donnée radioactive, qu'on n'a pas envie d'être contaminé par elle, quand c'est pas nécessaire. Donc, un sujet là sur les données personnelles. On a entendu parler un peu de données d'intérêt général. Bon, la notion a été introduite il y a 3 ans dans la loi pour une république numérique, la loi Le Maire. Il y a déjà des données il y a déjà des points prévus par la loi où ça fonctionne. Vous avez par exemple des données qui sont fournies à l'INSEE pour produire des statistiques, des indicateurs, l'indice des prix, ce genre de choses. Les données de consommation et de production d'énergie, les grands opérateurs se sont mis en ordre de bataille, les données sont relativement bien partagées là-dessus. Les données de valeur foncière, elles ont été ouvertes par la DGFiP il y a quelques mois. Ça fait beaucoup parler, il y a eu pas mal d'articles, il y a eu beaucoup de retours aussi, je trouve, dans le grand public. Moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de ça, alors que d'habitude, les ouvertures de données, ça n'a pas vraiment d'impact. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact assez fort. Ensuite, il y a les données des délégataires de services publics. Là, je pense qu'on est encore un petit peu loin du compte. Les données juridiques, c'est toujours en discussion, un peu compliqué. L'anonymisation, jusqu'où on va, etc., c'est toujours pas vraiment effectif. La loi Le Maire prévoyait aussi la mise en place et l'ouverture d'une base de données routières sur les vitesses maximales autorisées. On l'attend toujours. Et puis on peut aller plus loin, parce que la notion de données d'intérêt général, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, à mon avis, ça va plus loin que ça. Je pense que on a eu tout un mouvement de balancier d'ouverture de données publiques avec l'open data, et qu'il serait assez normal. Cet open data a servi à 2 choses. À la transparence de l'action publique, et puis aussi à permettre une utilisation par le secteur privé de données produites par le secteur public au bénéfice, du coup, du secteur privé, pour qu'il soit un peu plus efficace, pour qu'il n'ait pas à produire lui aussi cette donnée, pour qu'il puisse s'appuyer dessus pour faire des choix, des décisions. Mais l'inverse pourrait aussi être mis en place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données qui sont produites par le secteur privé, qui permettraient au secteur public d'être beaucoup plus efficace s'il y avait un échange qui pouvait se faire aussi dans l'autre sens. Donc, moi je pense qu'il y a une forme de rééquilibrage à trouver avec de la donnée du secteur privé, mais utilisée par le secteur public. J'en ai une qui me vient comme ça, très, très simplement. La donnée sur la circulation en temps réel, sur les routes. Aujourd'hui, le secteur public capte assez peu, en fait, ces données, enfin en capte, mais dans une proportion infime par rapport à ce qui peut être capté par des applications qui sont privées. Or, là, il y a vraiment de la politique publique derrière qui pourrait être bien plus efficace. Donc voilà, trouver une sorte d'équilibre entre l'open data d'un côté et puis l'ouverture de données privées, mais d'intérêt général. Il y a eu Éric Bothorel, le député Bothorel, a un peu expliqué le
travail parlementaire. Moi, ça fait peu de temps que je suis collaborateur parlementaire. Je m'aperçois qu'il y a peu de textes législatifs aujourd'hui qui sortent sans qu'il y ait des références à des données. Des données qui doivent être partagées, des données qui doivent être ouvertes, des données qui doivent être collectées. Enfin voilà, on en a un petit peu dans tout. Là, on a par exemple la loi d'orientation sur les mobilités. Mais évidemment, les données de mobilité, ça c'est une évidence. Mais sur la loi bioéthique qui arrive, il y a aussi plein de questions qui se posent sur les données, de santé, évidemment. Et en fait, on en a quasiment dans tous les textes. Par contre, je trouve que l'usage de la donnée pour évaluer les impacts par les parlementaires est quand même assez absent. On a ces jours-ci toute une discussion sur l'épandage des pesticides, 5 mètres, 10 mètres, 50 mètres, 150 mètres. Qui a fait le calcul pour savoir quelle proportion des surfaces cultivées ça représentait? C'est quand même un élément assez important pour pouvoir ensuite aussi faire des choix. C'est à mettre dans la balance. Donc il y a des calculs à faire, ils ne sont pas très compliqués, mais il faut les compétences pour le faire. C'est des compétences qui ne sont pas très courantes au sein des collaborateurs parlementaires. Je suis un des rares geeks collaborateurs parlementaires. Je ne suis pas le seul, mais on n'est pas nombreux. Donc voilà, il y a beaucoup de textes où on fait référence à la donnée et où la donnée pourrait être utile pour avoir des textes un peu plus équilibrés. Bon, et si on essayait de se représenter le passé, le futur, essayer de voir derrière et essayer de voir devant. Je l'ai dit déjà, 10 ans d'open data. Ce serait pas mal de faire un petit bilan. Il y a un observatoire de l'open data qui existe. C'est l'association Open Data France qui s'en occupe. Donc voilà, il y a eu les premiers à avoir publié des jeux de données, je pense à Rennes, Nantes aussi fait partie des premiers. Est-ce que ces jeux de données publiés à l'époque sont toujours disponibles ? J'en reparlerai à la fin. Un petit peu plus de commun. Tout à l'heure, on n'a pas beaucoup parlé de collaboratifs, de certaines bases de données où c'est difficile à constituer tout seul. Par contre, donc personne n'arrive finalement à constituer ces bases de données. Si on se met ensemble et qu'on collabore, on arrive à faire des choses parfois inimaginables. Je vous ai dit que j'avais une casquette OpenStreetMap au début. Qui aurait dit il y a 10 ans? Est-ce que vous savez à quoi ressemblait une carte OpenStreetMap il y a 10 ans sur Nantes? Il n'y avait quasiment rien. Regardez la carte de Nantes aujourd'hui, c'est incroyable. Et c'est Nantes, mais vous pouvez regarder à peu près partout. Maintenant, vous avez une densité d'informations qui est incroyable. Donc voilà, ensemble, on arrive à aller plus loin que tout seul. Donc il y a quand même des choses, surtout quand on touche à l'intérêt général, où je pense un petit peu plus de commun ne ferait pas de mal. Alors il y a certains secteurs où, y compris dans les textes, il y a une prise de conscience de ça. Par exemple, est en cours de constitution une base de données de la géolocalisation des défibrillateurs. Ça, si ce n'est pas une donnée à partager et d'intérêt général, je ne vois pas ce qu'on peut mettre d'autre. Pour moi, c'est vraiment un exemple, quoi. Aujourd'hui, connaître la localisation des défibrillateurs, ça permet de sauver des gens. Et ce n'est pas accessible facilement, et c'est quand même aberrant. Les données liées, alors je ne vais pas vous assommer avec du web sémantique, mais je pense que la valeur des données réside évidemment, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, sur le fait qu'on les combine ensemble, qu'on les lie. La loi Le Maire a posé quelque chose, à mon avis, d'essentiel, qui est la notion de données de référence, et avec un petit nombre de bases de données qui forment le service public de la donnée.
Donc ça, au moins, faut être sûr que toutes les données qu'on produit qui sont en lien avec ça soient bien reliées correctement au code officiel géographique, à la base adresse, etc., etc. Ça permet ensuite beaucoup plus de réutilisation intéressante. Par contre, donc ça, c'est ce que j'appelle, moi, les liens entre les données. Après, le web sémantique, il faut faire attention. On a vu, par exemple, pour les données du tourisme, les données de data tourisme, je ne sais pas si vous les connaissez, elles ont été... alors, tout a été conçu en web sémantique dès le départ, du RDF, etc. Et finalement, on s'aperçoit que le nombre de réutilisations est relativement faible parce que ce sont encore des technologies qui ne sont pas tellement maîtrisées par la majorité des développeurs. Et donc, il faut y aller, je pense, de façon progressive. Donc, à terme, ça sera très intéressant de tout avoir sous forme de données purement sémantiques. Mais il y a une phase de transition qui, à mon avis, est extrêmement importante. Le quantique. On a beaucoup parlé d'IA, je vous en ai pas du tout parlé. Moi, quelques mots sur ça. L'informatique quantique, c'est un domaine qui à la fois n'est pas nouveau, mais à la fois commence à être visible. Il y a une mission, Madame Forteza était chargée d'une mission sur l'informatique quantique. J'ai participé à quelques auditions, j'ai pu apprendre quelque chose dans ce domaine-là que je ne connaissais pas trop. C'est encore relativement expérimental. C'est pas quelque chose qu'on peut déployer aussi simplement que ça aujourd'hui. Ça apporte de nouveaux outils pour résoudre des problèmes où il faut tester un très grand nombre d'hypothèses sur des volumes de données qui ne sont pas très importants. Donc je ne vois pas trop les applications comme ce qu'on peut faire en big data aujourd'hui, mais ça sert par exemple à étudier des protéines, comment elles peuvent évoluer, etc., ce genre de choses. Donc voilà, on teste plein d'hypothèses sur de petits jeux de données. Donc voilà, ça sert à faire des calculs d'optimum, ce genre de choses. Bon, là, la question, c'est la course au quantique. Faut-il investir beaucoup dans cette technologie pour pouvoir être dans la course? Ce que j'ai appris aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une demi-douzaine de technologies qui sont en concurrence. Aucune n'est clairement en avance sur les autres et n'est clairement celle qui sera la technologie dans le domaine. Et on est relativement au début de la course. Donc même si on est un peu en retard dans le début de la course, il y a encore du temps pour se refaire. On n'est pas trop en retard en France. Donc voilà, c'est un domaine qui sera intéressant à suivre. Puis dernier point, j'ai parlé de 10 ans d'open data. Je voudrais aborder un sujet qui est l'archivage. Ces premiers portails open data qu'on a pu avoir il y a une dizaine d'années, je vous mets au défi de retrouver certaines données. J'ai eu à plusieurs reprises des gens qui m'ont contacté parce que j'avais à l'époque fait des réutilisations de certaines données et puis ils voulaient à nouveau y accéder. Ils me disent, j'arrive pas à les trouver. Est-ce que vous en avez gardé une copie? Vu que je ne jette rien, oui, j'en avais une copie. Et petit à petit, l'idée de créer une archive de l'open data, a mûri. Et je m'y suis mis cet été, j'ai codé des trucs cet été pour archiver tout ce que je pouvais trouver en France, en open data. Donc c'est pour ça que j'ai pu vous donner quelques chiffres sur 30 000 jeux de données et 150 portails. Mais c'est un projet qui s'inscrit sur le long terme, c'est-à-dire que c'est intéressant, je pense que ça révélera son intérêt dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Exactement comme on archive des documents, il faut aussi archiver les données. Et on est beaucoup trop, je pense, aujourd'hui dans la consommation immédiate, sans se dire
il faut que je l'archive sur le long terme parce que les longues séries me permettront de faire des choses plus tard. C'est surtout un sujet sur les données temps réel. On a parfois des API qui nous permettent d'accéder à des données en temps réel, mais qui ne nous permettent pas d'accéder aux archives. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour du paysage de la donnée qui s'offre à mon regard. Donc on va garder un petit peu de temps si vous avez des questions pour échanger. Merci.